Bon, le temps passe et maintenant, c'est à Nicolas de Martine de Lausanne qui nous fait l'honneur de venir de sa Suisse, après avoir participé à un référendum qui a eu un certain retentissement et qui va nous parler maintenant des programmes d'amélioration de la qualité. Et ces programmes sont-ils applicables à la chirurgie pancréatique? Nicolas, à toi. Eh bien, mesdames et messieurs, chers collègues, Monsieur le Président, un grand merci de m'avoir invité dans cette honorable assemblée. Je ne fais pas de politique, j'essaie d'être du parti d'en rire, donc je ne ferai pas de commentaires, mon cher Christian. Je suis ici pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est la réhabilitation améliorée après la chirurgie, et qui en fait cherche à répondre à une de ces questions: comment améliorer les résultats de la chirurgie? C'est la question centrale de toute notre activité chirurgicale. Et en fait, oui, la technique chirurgicale, on vient d'avoir 2 magnifiques présentations de technique chirurgicale. Les nouvelles technologies sont également des mots à la mode. Pour la technique chirurgicale, vous savez que César Roux était le premier patron de la chirurgie à Lausanne, mon lointain et bien plus célèbre prédécesseur. Voilà un des dessins originaux de sa première présentation sur le Roux en Y. Et puis, en fait, j'aimerais vous parler plutôt aujourd'hui de l'amélioration globale de la prise en charge, qui en fait est un sujet qui a été longtemps maltraité et puis laissé au dogme. Au point de vue pathophysiologique, quel est le problème? C'est la complication chirurgicale. La complication chirurgicale va entraîner une augmentation de la durée de séjour, un délai dans le traitement, notamment pour les patients qui devront avoir des traitements adjuvants pour des cancers métastatiques, par exemple colorectal, qui sont encore dans une phase qui pourrait être curable. Donc on va avoir une diminution du pronostic. Bien entendu que la qualité de vie va être diminuée par les complications en elles-mêmes et les coûts. D'un autre côté, on a les risques de la chirurgie, à savoir du patient, la malnutrition, la chirurgie majeure dont le patient va bénéficier, le fait qu'il ait un cancer, le fait que tout ce qui précède entraîne une immunosuppression. Alors, est-ce que tout ça va, bien entendu, avoir une influence négative sur la survenue de complications? Et puis, on a un effet protecteur possible, c'est les programmes de réhabilitation améliorés après chirurgie, le ERAS, Enhanced Recovery After Surgery. Et puis, nous avons, par exemple, la nutrition périopératoire et nous avons l'utilisation aussi de la chirurgie minimale invasive, qui sont censés tous avoir un effet bénéfique pour diminuer les complications et avoir également un effet sur les facteurs de risque préopératoires. Donc si je résume cet horrible schéma, au fond, il y a la nouvelle technologie, c'est le high-tech, et puis ces stratégies de ne plus laisser les patients à jeun et de leur donner à boire et à manger très rapidement, c'est du low-tech, puisque vous voyez ici, c'est de l'eau sucrée. Parce qu'au fond, dans toute cette chirurgie, quel est le but de notre réhabilitation après chirurgie? Le but, c'est que les patients d'abord aient bien, et puis qu'ils aient une fonction gastro-intestinale normale, qu'ils puissent se nourrir et qu'ils reprennent, si possible, rapidement un transit intestinal. Puis évidemment, il y a un des problèmes majeurs. Dans certains services, il est laissé aux anesthésistes, mais ça devrait être pris en charge de manière globale, c'est l'antalgie. Mais l'antalgie, les patients, au fond, s'attendent à avoir des douleurs en post-opératoire. Et il y a un facteur qui a été aussi beaucoup négligé, c'est la nausée. Et donc, il est absolument indispensable d'avoir une bonne maîtrise des nausées si on veut pouvoir mobiliser les patients précocement. Alors, on en est où? Ça veut dire une fonction gastro-intestinale normale, des douleurs et des nausées contrôlées, l'absence de complications chirurgicales et une mobilisation précoce. Alors, c'est quoi une mobilisation précoce? C'est ça. Vous voyez un jeune homme en vert qui tient en bandoulière un ventilateur, il a dans les mains un ballon, vous suivez le ballon, vous arrivez au tube, vous suivez le tube, vous arrivez au patient. Et si vous regardez mieux, le patient n'a qu'une jambe. Ça, c'est de la mobilisation intensive post-opératoire, et ça, c'est possible justement par l'application de ces programmes de réhabilitation améliorés. C'est qu'un des nombreux éléments. Donc, il s'agit en fait d'un itinéraire multimodal qui est bien entendu multidisciplinaire. La pathophysiologie, là derrière, c'est la réduction du stress chirurgical. Le but, c'est d'avoir moins de complications, d'avoir une meilleure convalescence pour les patients et, si possible, que tout ceci soit basé sur les preuves.
Alors sur la partie droite, vous voyez cette espèce de drôle d'étoile qui sont les éléments de ERAS, de ces programmes de réhabilitation. Je ne rentrerai pas trop dans les détails pour ne pas être fastidieux. Vous voyez qu'il y a un grand nombre d'éléments qui concernent la chirurgie et vous voyez qu'il y en a tout autant, si on compare, qui concernent l'anesthésie. Donc le partenariat anesthésiste-chirurgien est absolument indispensable dans cette approche. Et puis il y a pas mal d'éléments qui sont aussi nécessaires pour les personnels infirmiers, les physiothérapeutes et le cas échéant aussi les nutritionnistes. Tout ceci a été publié pour la première fois en 2005 par le groupe fondateur de cette société ERAS dans le journal Clinical Nutrition. Tous ces éléments que je vous ai montrés en vrac, en fait, on peut les séparer en 3 phases. Vous avez toute la phase préopératoire, vous pouvez lire la première ligne qui commence par une information préalable au patient qui va devoir savoir ce qui lui arrive. Et puis vous avez tout un tas d'éléments pour lesquels je ne veux pas rentrer dans les détails maintenant, mais certains sont assez classiques. Puis vous avez toute la phase péropératoire pendant l'intervention. Là, le rôle de l'anesthésiste est central, avec notamment, et les chirurgiens hépatiques le savent bien combien c'est important, une restriction volumique, une restriction hydrique péropératoire. Pour la prévention des nausées, il est important de noter qu'elle commence au début de l'intervention. Si les anesthésistes donnent la prévention des nausées juste avant de réveiller le malade, c'est déjà beaucoup trop tard. Et puis vous avez toute la phase post-opératoire. Et puis au fond, si vous regardez bien tous ces petits éléments, c'est pas du tout spectaculaire. C'est tout des petites choses, c'est tout des petits éléments. Et au fond, toute la difficulté de ces programmes de réhabilitation améliorés, c'est de ces éléments qui partent un peu dans tous les sens, c'est de lier tous ces acteurs des soins aux patients pour en faire un objectif commun qui est une amélioration de la prise en charge post-opératoire. Alors il existe un certain nombre de recommandations, notamment publiées par la société ERAS, et nous en avons une pour les duodéno-pancréatectomies céphaliques, entre autres. Alors, en fait, je ne voulais pas rentrer dans les détails, mais je pense qu'il y a quand même 4 éléments parmi ce qui est hot, ce qu'il faut faire, qui est important. C'est la restriction hydrique, ça regarde les anesthésistes, comme l'analgésie épidurale. Mais les patients vont recevoir à boire et à manger le jour de l'opération. Alors bien sûr, ça marche pour la chirurgie colorectale, et on a pu montrer que ça marche aussi pour la chirurgie pancréatique pour la plupart des patients. Et idéalement, les patients seront mobilisés le jour de l'opération. Et puis il y a tout ce qu'une chose qu'il ne faut pas faire, c'est la préparation colique. Donc pour la chirurgie colorectale, il y a plus de 20 ans que nous ne pratiquons plus de préparation colique, mais c'est irrelevant puisque pour la chirurgie du pancréas, on la pratique de toute façon pas. Mais en revanche, les patients ne vont pas à jeun en salle d'opération. Ils vont recevoir des boissons carbohydratées 2 heures avant l'intervention. Et vous comprendrez bien qu'il faut que les anesthésistes soient d'accord, sinon vous aurez des grands problèmes. On va retirer les sondes gastriques, respectivement, on ne va pas en mettre. On va essayer de ne pas mettre de drain. Ces 2 éléments devront être discutés dans le cadre de la chirurgie pancréatique, puis les cathéters urinaires vont être éliminés le plus vite possible. Alors la restriction hydrique, rapidement, je pense que c'est important que les chirurgiens soient au courant parce que souvent c'est les plus jeunes internes qui prescrivent les perfusions dans le post-opératoire immédiat. On avait déjà montré il y a un certain nombre d'années que la restriction hydrique était un des facteurs clés de cette réhabilitation. Et il y a un travail très élégant que les chirurgiens parmi vous se souviennent de ces bonhommes Michelin qui étaient nos patients après ces interventions. Et en fait, Brandstrup a pu montrer que vous avez une relation directe entre la perfusion péropératoire par les anesthésistes et le taux de complications post-opératoires. De même, vous avez une relation directe entre la complication et le gain du poids du patient pendant l'intervention. La sonde gastrique, la sonde gastrique, elle a longtemps été préconisée. Si vous regardez mieux, c'était des très bons journaux, JAMA et puis Archive of Surgery, mais les dates sont un peu anciennes. Et je pense qu'actuellement, on a une bonne méta-analyse qui nous montre que vous avez plus de complications pulmonaires chez les patients qui gardent des sondes gastriques, vous avez un plus long séjour hospitalier, vous aurez évidemment moins de vomissements, mais les taux de fuite, les infections et les éventrations sont identiques. Donc on peut résumer qu'au fond, la sonde gastrique prophylactique est inutile et qu'on devrait la poser en cas de nécessité uniquement. Drainage prophylactique, il en est de même. On avait montré il y a plus de 10 ans qu'une grande partie de la chirurgie gastro-intestinale peut être réalisée sans drainage prophylactique et qu'au fond, ça a été confirmé aussi par une Cochrane. La chirurgie digestive est sûre sans drainage et le drainage ne diminue pas les complications et même que dans certains cas, le drain lui-même peut induire des complications. On a tous, une fois ou l'autre, retrouvé un drain à l'intérieur d'une anastomose.
Alors les résultats d'ERAS, même si je ne suis pas rentré dans les détails, c'est pour la chirurgie colorectale tout au moins une diminution du taux de complications de 50%. On voit là une petite méta-analyse sur 4 travaux assez stricts. Et puis une diminution du séjour post-opératoire qui est beaucoup plus court. Alors on a des programmes spécifiques par organe. On avait commencé par la chirurgie du côlon, puis le rectum, puis la chirurgie du côlon et du rectum également en urgence. Et actuellement, on en est à la chirurgie du pancréas et du foie qui est pratiquée avec ces programmes de réhabilitation améliorés. Alors bon, ben ça c'est la principale recommandation de la société ERAS qui détaille tous les éléments que je vous ai présentés tout à l'heure un peu rapidement. Et puis il faut quand même mentionner cette histoire de drainage après résection du pancréas. Il ne faut pas être systématique. On sait tous que des pancréas extrêmement mous vont avoir des taux de fistules plus élevés. Donc le débat est ouvert sur les risques avec 2 points d'interrogation. Et en bas à droite, ce travail de Van Buren qui a été publié fin 2013, une étude qui analysait strictement, de manière randomisée, les duodénopancréatectomies céphaliques avec ou sans drainage, mais sans indication en fonction de la structure du pancréas, a été interrompue car il y avait un taux de mortalité sans drain qui était plus élevé. Donc ce concept ERAS, qui donne des grandes lignes, doit être bien entendu manié avec une certaine flexibilité. Alors si on regarde la première méta-analyse de l'application du programme ERAS à la chirurgie du pancréas, on va voir qu'au fond, partout, on va avoir une diminution relativement intéressante de la morbidité sur des séries qui sont certes encore petites. Et je voulais vous présenter nos tout premiers résultats de Lausanne. Nous avons comparé 43 DPC ERAS à 43 DPC traditionnels. Et en fait, ce qu'on voit, et on a été surpris avec si peu de patients, nous avons déjà une réduction significative de la durée de séjour. Et je sais que Mustapha Adam, qui fait la même chose à Lyon, a observé la même chose. Mais j'insiste, il s'agit bien entendu de résultats préliminaires. Alors, qui sont ces patients qui vont à la maison? De manière tout à fait intéressante, si vous regardez, les patients qui ont eu des complications post-opératoires, eux aussi, avec les programmes de réhabilitation améliorés après chirurgie, vont avoir une diminution de leur durée de séjour malgré les complications post-opératoires. Alors, 2 petits éléments. On a pratiquement arrêté de mettre des sondes gastriques. Et si vous regardez l'étage d'en dessous, vous voyez que le taux de réinsertion de sondes gastriques après DPC est exactement le même que vous en ayez mis une initialement ou pas. Donc en gros, ces chiffres signifient que 70% des patients n'avaient de toute façon pas besoin de sondes gastriques après leur DPC. Et puis si on regarde cette histoire de somatostatine, il y a longtemps qu'on a arrêté de la mettre en prophylaxie. Et vous voyez que le taux de fistule pancréatique, ok, avec le ERAS, il a l'air d'être la moitié d'avec le traditionnel. Mais en fait, avec ces petits chiffres, ce n'est pas du tout significatif pour l'instant. Donc si je résume, cette réhabilitation améliorée après chirurgie permet de réduire les complications. Elle est prouvée en colorectal actuellement. C'est appliqué en chirurgie pancréatique, mais on doit avoir encore plus de résultats parce que les séries sont tout à fait limitées. Et Lyon et Lausanne, on est assez précurseurs là-dedans, mais d'autres vont suivre. Donc c'est un problème qui est à suivre. Je pense qu'il y a un point qui mérite encore d'être mentionné avant d'arriver au bout, c'est l'adhérence aux principes ERAS. Plus on utilise ces principes ERAS, meilleur sera le résultat post-opératoire. Et pourquoi je dis ça? Pour pouvoir montrer ma diapositive favorite, parce que ça, c'est un peu les chirurgiens qui ne sont pas toujours aussi bons, qui croient, qui disent, qui sont. Et donc, quand on fait cette présentation, on entend souvent cette remarque, nous, on fait déjà du ERAS. Ah bon? Eh bien, nous, on a aussi cru qu'on faisait déjà du ERAS avant de commencer. Et en fait, on a fait une petite analyse et on a montré qu'on n'était pas très bon. Et avec l'application de ERAS, ici dans la banque de données, on a vu qu'on a pu améliorer notre taux de compliance aux éléments ERAS et diminuer nos journées d'hospitalisation. Je vais sauter ça. La conclusion, c'est que pour obtenir du ERAS, aussi pour le pancréas, il faut bien mentionner qu'on fait, du point de vue pathophysiologique, une baisse du stress chirurgical. On diminue les complications, le séjour et les coûts. Il faut un team dédié, ça ne s'improvise pas. On doit appliquer les protocoles, on doit analyser notre compliance pour être sûr qu'on fait vraiment ce qu'on croit qu'on fait. Et puis avec ça, on peut faire de l'audit et de la recherche. Voilà le résumé de ce que j'ai dit tout à l'heure et je vous remercie de votre attention. Bravo. Bravo Nicolas. Tu nous as parlé de l'adhérence au programme ERAS. Je pense que c'est l'adhésion dont tu voulais parler. Mais voilà, c'est ce que j'ai pensé. Bon, alors c'est Jean-Pierre Triboulet. Alors,
grand spécialiste de la question qui va faire le commentaire. Une discussion, mais compte tenu du temps, je vais être très court. Et puis en plus, l'exposé est vraiment formidable. Comment ne pas adhérer à ce concept qui associe l'ensemble des avantages pour le... Pierre, ne te tourne pas parce que tu es filmé. Donc. Comment ne pas adhérer à ce concept qui utilise tous les avantages pour le patient, l'émission de la durée de séjour en particulier, et qui introduit un petit peu une notion de gestion des risques et aussi qui amène vers une culture pour le personnel aussi de réhabilitation. C'est une véritable culture pour le personnel aussi. Finalement, on n'est pas très loin de la chirurgie ambulatoire, comme tu devines ce que j'allais dire. Mais alors, c'est une révolution pour les mentalités des chirurgiens et des anesthésistes, parce que mettre dans la fosse au dogme un certain nombre de principes et de pratiques qu'on avait, et je sais ce que je dis, parce que j'ai eu du mal à supprimer la sonde gastrique dans la chirurgie gastrique, la chirurgie pancréatique, on utilise également ce principe dans la chirurgie pancréatique qu'on a commencé, et on a un chemin clinique également de réhabilitation pour l'œsophage. Alors, mon cher Nicolas, et ça ne te tourne pas, Jean-Pierre, ne te tourne pas. Ça n'a aucune connotation, ce cher Nicolas, et aucune connotation de familiarité politique. J'ai deux petites questions à te poser. La première, c'est quelle est la compliance de ce programme de réhabilitation vis-à-vis de nos collègues, d'une part, et d'autre part, vis-à-vis de la médecine de ville, parce que parfois, ils nous reprochent de faire sortir trop vite les patients, alors que les patients, eux, sont tout à fait convaincus de cet avantage. La deuxième petite question, ça concerne l'ILIUS post-opératoire. Tu sais qu'il y a 6 méta-analyses entre 2007 et 2009 qui ont été publiées concernant l'intérêt des gommes et des chewing-gums, de la mastication post-opératoire précoce pour la diminution d'ILIUS post-opératoire. Bien sûr, c'est une question un petit peu annexe et superficielle, mais je voudrais quand même ton avis pour savoir si ça a un intérêt pour la réhabilitation dans la chirurgie pancréatique. Voilà. Compliance vis-à-vis de nos collègues et des médecins et les gommes. Merci beaucoup pour cette question. L'histoire des gommes, c'est très rigolo, tu viens de le dire. Il y a régulièrement des études prospectives, randomisées, qui montrent une fois comme ci, une fois comme ça. Donc pour le moment, on n'en sait pas. Tout d'un coup, il y a une méta-analyse. Donc comme il y a une AC qui disait comme si c'est bon, et puis le coup d'après, c'est de nouveau pas bon. Donc on n'a pas la réponse. Il y a des groupes qui l'utilisent. Nous, on ne l'utilise pas, tout simplement parce que personne paye les chewing-gums. Et puis pas d'argent, pas de Suisse. Donc pas de chewing-gum. Et puis l'autre question, l'adhérence, alors ça c'est absolument capital d'avoir une bonne information aux patients. Si un patient arrive à l'hôpital et il est persuadé qu'il va être opéré puis qu'il va rester 15 jours à se faire dorloter par les infirmières, vous aurez de la peine à le renvoyer au bout de 3 jours. Donc s'il est bien informé, non, je suis bien filmé, on me voit très bien là, je te rassure. Mets-toi devant le pupitre s'il te plaît, Nicolas. Il y a 2 régisseurs. Tu es filmé. Oui, mais là aussi. Oui, mais tu te mets devant le pupitre. Fais-lui plaisir. Voilà, je te fais plaisir. Donc, ouais, j'ai répondu, au fond, il faut bien informer et les patients, surtout, et les médecins traitants. Et donc là, il y a tout un travail d'information à faire, c'est tout à fait clair, pour que les gens puissent aller à la maison rapidement. Oui. Alors, discussion, Alain Sauvanet. Pendant qu'il prend le micro, je veux juste dire qu'il y a un élément qui est très important là-dedans, c'est le taux de réadmission. Et initialement, le type qui a lancé le fast track, il avait des taux de réadmission complètement prohibitifs de 20% parce qu'il fichait les gens dehors. Nous, on met personne dehors et le taux de réadmission pour la chirurgie du côlon, il est de 0,5%, ce qui est très faible. Pareil qui marche pas bien. Une petite question concernant la DPC, qui n'est pas une intervention réputée faciliter la vidange gastrique. C'est même plutôt l'inverse. Et donc, est-ce qu'il faut absolument l'analgésie par péridurale ou alors on peut quand même essayer de faire du ERAS avec de la morphine par voie systémique, périphérique, sous-cutanée ou PCA? Et est-ce que vous donnez systématiquement des prokinétiques les premiers temps, les premiers jours? Alors c'est une bonne question. En fait, le taux de vidange gastrique retardé, il est de l'ordre de 30%, quelles que soient les interventions que l'on fait. On ne donne pas de prokinétique directement, mais dès que les patients vont mieux, c'est-à-dire à 24-48 heures, on commence à donner des prokinétiques.
Et la morphine, alors la morphine est si possible contre-indiquée. Je pense qu'il faut faire toutes les stratégies possibles dans ces programmes de réhabilitation améliorée pour ne pas utiliser de morphine, ou alors si on utilise des morphiniques, on va les utiliser avec un antagonisme de la morphine, justement pour lutter contre les nausées. Et donc il y a un grand champ d'application qui est en train de se développer. Les Français ont été précurseurs, par exemple, avec les TAP, les irrigations de plaies, qui pourraient remplacer dans un certain nombre de cas la péridurale. Les anglo-saxons utilisent volontiers aussi l'anesthésie spinale dans ce genre de situation. Et vous utilisez des AINS? Alors, on utilise des AINS. Sans ulcère. Ok, Les merci. Suisses sont placides. Merci beaucoup, Nicolas. Merci pour cette communication essentielle.